je veux renchérir ce que mes confrères viennent de dire, mais je vais aller plus loin pour dire que le discours de Kabila, ne limitons pas l'analyse uniquement au niveau du Congo démocratique. Parce que Kabila dénonce l'immixtion, l'intervention vraiment de l'ONU dans certains pays africains. Hein? Moi, je pense que, de manière générale, on doit dire que ce n'est pas seulement le Congo qui est concerné. Parce que les conflits armés et certaines crises que nous dénonçons aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Congo. Nous avons vécu ça au Burundi, même le Rwanda, avec d'autres États africains. Aujourd'hui, est-ce que cette intervention-là, est-ce que c'est opportune? Moi, je pense que c'est nécessaire. Nous sommes d'accord qu'au niveau de l'ONU, il y a des limites également. Il faut revoir, il y a des réformes nécessaires au niveau de l'ONU. Parce que, à tout point de vue, l'intervention de l'ONU n'est pas toujours la bienvenue. Bien sûr. Parfois, le silence de l'ONU, l'indifférence face à certaines crises et face à certaines situations de conflit laisse penser qu'il y a des intérêts, là où il y a des intérêts à protéger, on se tait. Et parfois, c'est peut-être ça que je vous ai pas compris finalement. Et ça donne parfois l'impression que l'ONU cautionne l'abus ou certaines manières de gouvernance de certains chefs d'État. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Mais de façon générale, vous voyez, l'intervention, moi je parle de droit d'ingérence, du devoir d'ingérence dans ces cas-là, parce que les conflits persistent. Nous, de toutes les façons, entre la souveraineté, nous voulons œuvrer pour la paix. Et là où ces États-là sont incapables. La souveraineté de la personne humaine, c'est vrai que celle de la personne humaine devrait... voilà, on devrait privilégier ça. Tant qu'il n'y a pas la paix, je pense que l'intervention de l'ONU est nécessaire aujourd'hui. Allez, on va terminer rapidement sur cette réunion qui a été consacrée à la non-prolifération des armes de destruction massive. Les membres du Conseil de sécurité, ils ont affiché une fois de plus leur division. On a vu cette passe d'armes la plupart du temps entre Donald Trump et puis l'Iranien. C'est des coups de poing. Bon, heureusement, cette fois-ci, Vlad, le costaud, il n'est pas là. Non, mais quand on parle d'armement, la réaction des pays développés ou des grandes nations me surprend toujours parce que moi, je n'ai jamais entendu une résolution qui interdit aux Américains spécifiquement de diminuer leur armement, puisque dans l'entendement de tous, peut-être que je me trompe, c'est l'un des pays les plus armés au monde. Bien sûr. Mais personne n'a jamais parlé de limitation. Ils sont pas. J'ai l'impression que parfois, on pense que les Américains sont plus sensés que les autres. Et eux, ils peuvent détenir les armes et les contrôler. Et les autres sont des fous et qui ne doivent pas utiliser. Et si les Américains pensent qu'il faut limiter l'armement, ils n'ont qu'à commencer par faire le travail à leur niveau. Et faire le travail au niveau de l'autre partenaire, ou je ne sais pas si je vais parler du partenaire, mais de la Russie, et continuer maintenant par les autres. Au nom de quoi, tous les matins, tous les chefs d'État américains qui passent doivent menacer l'Iran, et l'Iran doit croiser les bras ou non, diminuer son armement. Il y a un problème qui se pose, il y a un problème de logique qui se pose par rapport à la question de l'armement. Tant que ça va continuer et que ces pays seront toujours des pays surarmés, qu'ils souffrent de voir les autres aussi aller vers l'armement pour se protéger, ne serait-ce qu'à titre dissuasif. D'accord. Armel, merci beaucoup d'être venu, Gédéon. Je pense que je suis d'avis avec le président Emmanuel Macron qui estime qu'il faut revoir l'ordre mondial. L'ordre mondial actuel, c'est la catastrophe. Ouais. Si on continue sur cette lancée, parce que les Américains jouent les dictats et partout, et ils sont les superpuissants, et c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont droit sur tout. Mais ça ne se décrète pas, ça se voit de toutes les façons, malheureusement. Je pense que tel que ça se passe, si on ne revoit pas la carte du monde aujourd'hui, la carte diplomatique, je veux dire, j'ai bien l'impression qu'on aille à la catastrophe. Ouais. Merci beaucoup, je peux comprendre le sursaut patriotique, le sursaut panafricaniste de mes confrères, mais il y a une réalité aussi qui est là. Lorsque vous avez un pays où la majorité de la population vit en deçà de la pauvreté et que vous investissez toute votre richesse dans l'armement, la communauté internationale, au nom de cette responsabilité-là, je vais finir, qu'elle est obligée, quelque part tenue, de vous interpeller pour dire attention, ce n'est pas ça votre priorité. Travaillons à asseoir des institutions démocratiques fortes, travaillons à asseoir des économies fortes, et puis pour moi le reste suivra. Maintenant, même si on le dit, c'est vrai que ça embête quand c'est toujours les puissances, et ça repose la question dont j'ai parlé autant pour moi. Ouais. Il faut réformer les Nations Unies. De fond en comble. Merci beaucoup, Léon. Il est très difficile aujourd'hui d'assurer cette paix que nous voulons, d'accord, pendant que ceux qui produisent massivement les armes, qui les vendent et qui en dessous sont à l'origine des guerres, ceux-là continuent de se
de se suramer, de produire davantage des armes. Donc je pense que les armes doivent partir d'abord de là-bas. Sinon, vraiment, la paix ne sera qu'un vain mot. Merci beaucoup à chacun, merci à tous d'être venus sur le plateau de 5 sur 7 matin. On se retrouve jeudi prochain. Merci beaucoup, bon retour à vous. Allez, à suivre tout à l'heure dans nos assiettes. On vous offre une fois de plus le lait maternel. C'est bien sûr l'alimentation des bébés. Ça ne devrait pas surprendre. Allez, à tout de suite. J'ai amené des chaussures marocains, donc nous sommes au stade de l'amitié. Donc je suis en train d'inviter la population de venir nous visiter aussi, quand on a amené de bonnes choses. Il y a des ramas, il y a Père Cardin, bon, il y a Mocassin aussi. Bon, on a amené toute la qualité. Il y a 2 paires à 15 000, il y a 2 paires à 25 000, il y a 2 paires à 30 000. Donc on a tout amené. Donc j'invite toute la population de venir visiter. Ils n'ont qu'à venir voir les bonnes choses. Donc nous sommes là pour vous. Mon numéro de téléphone c'est 66 31 37 72. 66 31 37 72. Actuellement présent à cette foire dédiée à la rentrée. À cette foire, vous découvrirez les meilleurs modèles, les modèles très améliorés de nos machines, du CRTA, le Centre de recherche en technologie agricole. Ici, vous voyez le mortier électrique béninois, qui est la machine phare de la société. Cet appareil électroménager, très pratique, très rapide et très économique en matière de consommation courante, vous donne de liant pilé chaude, tendre sans grumeaux, en 1 minute seulement. La machine a été conçue et mise au point par un Béninois. Vous avez un maquis, plus de soucis à vous faire pour la main-d'œuvre féminine. Faites un tour au stade de l'amitié ici pour me voir et votre affaire est réglée. Venez nous voir en face de l'entrée principale, nous sommes à côté ici. Et nous profitons de ce canal pour remercier tous nos clients, tous les grands maquis du Bénin qui nous ont fait confiance depuis plusieurs années pour adopter cet appareil dans leur maquis et dans tout le Bénin. Vous pouvez également nous joindre au 97 33 79 51. 97 60 38 62. Avec la pileuse électrique, mangez désormais de liant pilé saine, élastique, sans grumeaux, et tout ceci en 1 minute seulement. Je vends les chaussures de qualité. Tout ce que je vends, c'est les chaussures de qualité cuir. Je vends les mocassins, ces bagots, tapettes, babouches, même les souliers, montanes, tout ça là. On est en train de faire le foire de la rentrée. Vous pouvez venir, on est là jusqu'à le 4 octobre. Le prix est abordable, vous pouvez venir faire votre choix. Là, on va se voir le prix, on va arranger le prix pour vous. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. Alors, comment s'est passée la journée? Elle était comme ça. Colacao, une délicieuse boisson au cacao qui apporte de l'énergie pour toute la journée. Colacao, chocolat instantané. Mec, t'as rien oublié là? T'inquiète, toujours avec moi.
Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. Nous voilà donc de retour et le débat se poursuit par ici, cette fois-ci avec l'avis de nos internautes et ce sera avec Maurice Tonton. Maurice, bonjour. Bonjour Awa, bonjour Serge. Bonjour Maurice, bienvenue. Merci. Et nous vous rappelons l'énoncé de la question du jour. Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Ils sont nombreux à avoir répondu ce matin, Maurice. Bien sûr, beaucoup de réactions, mais il faut dire que les avis sont partagés sur la question. Pour certains, l'ONU s'ingère un peu trop dans la politique intérieure des États membres et surtout celle des pays africains. Pour d'autres, la réponse est non, car les Nations Unies n'interviennent selon ces personnes-là que dans les pays en griffe incapables d'assurer leur propre sécurité. Et puis certains qui s'en sont pris directement au président Joseph Kabila qui estime que c'est un avis qui est personnel à lui, qu'il a prononcé à la tribune des Nations Unies, car il ne souhaite pas quitter le pouvoir et donc c'est normal qu'il sente le poids des Nations Unies. Vous allez voir tout ça dans les commentaires que nous allons vous donner en lecture tout à l'heure et nous commençons tout de suite avec Habib Zombo qui dit non, l'ONU s'ingère plutôt dans la politique interne des États africains. Les plus gros clients de cette institution sont de notre continent et pourtant ce n'est pas des crises ou situations indélicates qui manquent dans les autres nations. Euphrem Weber nous dit oui, le principe de non-ingérence n'est pas du tout respecté au sein de cette institution. Elle s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres, mais beaucoup plus dans les politiques intérieures des pays africains. Hervé Nambima n'est pas de ces avis-là. Il dit « Je ne crois pas que ce soit le cas. Les agences n'interviennent que lorsque les politiques tentent d'enfreindre aux tests et lois qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Même quand il y a d'abus dans certaines interventions internationales, la porte d'entrée de ces désagréments, c'est bien la volonté manifeste d'un individu ou d'un groupe d'individus de faire la loi plutôt que de la respecter. » Fulbert Mendeyon explique que selon lui, la réponse est oui, surtout l'ONU s'intègre davantage dans la politique des pays africains, et écrit Fulbert Mendeyon. D'autres avis sur la même question en étant sur Facebook évidemment, c'est Amdou Moussa Lassan qui nous dit « Ceci est un secret de polichinelle pour les pays membres africains. Ce n'est plus à démontrer selon lui que l'ONU s'ingère beaucoup dans la politique intérieure de ces pays-là. » Blanchard Fatondi nous dit « L'ONU intervient surtout dans les pays incapables d'assurer la sécurité de leur population, comme la RDC, la Centrafrique, etc. » explique cet internaute. Sosten Facile nous dit « C'est sa manière de voir les choses, parlant donc du président congolais, et je le lui concède pour ma part. Si l'ONU n'existait pas, il fallait la créer. C'est une organisation qui fait beaucoup, surtout pour l'Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des politiques, mais moi, je ne pense pas la même chose que le président Kabila. » Côté Twitter à présent, Gounou Setonji Raymond nous dit au contraire, je pense qu'elle fait trop souvent le médecin après la mort. Elle attend que les situations de crise se dégénèrent avant d'agir, mais son vrai problème, c'est le droit de veto accordé à un groupe de pays qui manipule l'institution à leur guise, écrit Gounou Setonji Raymond. Nassis Tomenti nous dit qu'à la question, il faut répondre non. Le souci avec le président Kabila est qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir et c'est à juste titre qu'il sent le poids de l'ONU sur sa tête. Et Nassis Tomenti qui poursuit et dit je pense qu'on n'a pas la deuxième partie de son intervention parce qu'il y avait une deuxième partie, mais je pense qu'on en a déjà eu l'essentiel. Merci Maurice. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve vers la fin de l'émission pour conclure, bien sûr, avec la revue du web. Allez, nous sommes bien sûr jeudi, et vous le savez, jeudi, c'est place à la femme et à la femme leader. Aujourd'hui, Awa Sherif, vous nous emmenez où?
Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une femme exceptionnelle, une brave femme. Celle-là, elle est handicapée, mais elle vit au-delà même de ses limites. Je vous emmène à la découverte de Mira Rontonji. Elle est décoratrice d'intérieur. Tenez-vous bien, elle est décoratrice d'intérieur. Nous allons aller à sa découverte avec cet élément. Suivons ensemble. Je mène une vie associative très active au niveau du département de l'Atlantique et du littoral pour l'épanouissement et la reconnaissance des droits des personnes handicapées. J'y associe la décoration que je fais en freelance, mais je peux aussi intervenir et proposer ou donner des conseils sur le matériel à utiliser ou à associer dans la décoration intérieure de vos appartements lorsque vous venez de finir une nouvelle construction. On a tendance à se dire, mais elle ne voit pas, comment est-ce qu'elle peut faire l'association des couleurs? Mais non, on n'a pas besoin de voir avec les yeux de la tête avant de réussir une décoration ou d'avoir un environnement éclatant. Tout part de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Lorsque moi je rentre dans un environnement, j'intègre, je vis cet environnement. Ou lorsque quelqu'un avec qui je discute par rapport à sa décoration pour une raison ou pour une autre me parle, j'écoute et j'essaye de m'approprier ce que la personne dit. C'est une sorte de sensation qu'on vit qui ne peut forcément pas s'expliquer avec des mots, mais qui nous permet de prendre vraiment possession de ce que nous avons à faire et de savoir comment associer les choses pour donner forcément un bon résultat à la fin. Parce qu'en fait, le beau, c'est vrai, pour ceux qui voient, ça se voit à l'œil, mais en réalité, ça se vit. Prenons un exemple, lorsqu'on a envie de porter une tenue et qu'on la met, on se sent vraiment à l'aise, on se sent différent. Mais supposons que vous avez voulu porter cette tenue-là et qu'au dernier moment, cette tenue a eu un petit souci et vous portez une autre tenue. On ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas comme si c'était avec la première tenue choisie. C'est exactement cet effet que ça fait lorsqu'on est dans un environnement qu'on est en train de décorer. Le handicap n'est pas une fin en soi. On ne se résigne pas parce qu'on est personne handicapée. Au contraire, il faut se dire, c'est dans mes faiblesses que je pourrai manifester ma force. C'est vrai que l'Éternel, le Créateur, a son mot à dire. Mais lorsqu'en tant qu'humain, tu te décides, il ne peut que te propulser vers le haut. Donc, il faut se dire, c'est vrai, j'ai une déficience, j'ai une limite physique par rapport aux autres, mais je peux positiver cette limite-là. Et nous avons plein d'exemples dans le monde dont nous pouvons nous inspirer pour continuer d'avancer. Il ne faut surtout pas baisser les bras, surtout pas.
je peux mettre des ballons là, dans les angles. Et voilà. Le matin, c'est ma maman qui m'amène à l'école. C'est elle qui prépare mes affaires et elle fait tout. Elle nous accompagne juste à l'école. Et après, elle me ramène à la maison. C'est elle qui me lave, c'est elle qui m'habille, c'est elle qui me fait tout. Ça donne du travail, c'est vrai, mais c'est comme tout enfant. C'est pas plus difficile que ça, je ne pense pas. Et quand on met à côté toute la joie qu'il vous donne, la joie de vivre et tout, je pense que ça annule toutes les difficultés qu'on puisse rencontrer. Mais étant donné que je suis dans un environnement auquel je suis habituée, et c'est mes enfants, j'ai toujours vécu avec eux, je m'en occupe comme toute mère. Je leur fais la cuisine, je les lave le matin, je les brosse, je les habille. À l'école, je les ramène, je les aide à faire leurs devoirs. C'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué. Je demande à ce niveau-là souvent l'assistance d'un oncle ou d'une tante. Mais sinon, je fais tout ce que j'ai. Je n'ai pas de domestique. Je m'occupe moi-même de mes enfants. Je suis la sœur aînée de Mira. Et j'avoue que c'est une sœur vraiment formidable. Son handicap ne nous pose pas de problème. C'est vrai qu'au début du handicap, ça a été difficile pour tout parent de supporter. Mais avec le temps, on a appris à accepter. Et puis, ça ne constitue pas un problème dans sa vie, car elle est comme tout le monde. Elle se comporte comme tout le monde. Et elle, à des moments donnés, même elle est plus forte que nous qui nous disons valides. Donc, franchement, ce n'est pas un souci pour nous. Et c'est avec plaisir qu'on la côtoie et qu'on vit avec elle. Serge, pour dire que même si on ne voit pas, on peut être décoratrice d'intérieur. Hein? Ben ouais, et puis c'est bien sûr cela que nous avons vécu. Hein? Bravo Mira, tout simplement, et bravo. Vous voyez, lorsque vous suivez des reportages comme celui-là, vous en voulez à tous ceux-là qui se moquent des personnes handicapées. Et voilà donc la force de l'abnégation, la force de la volonté qui peut t'amener à aller bien plus loin. Et donc les personnes qui portent un handicap n'ont pas besoin de votre bienveillance, mais ont besoin simplement d'occuper leur place là où elles doivent être. Ces personnes n'ont pas besoin de votre bienveillance, ni de votre condescendance, pitié. Exactement. Voilà, ni de votre pitié. Pas de votre condescendance. Elles peuvent se Donnez-leur la ces place personnes. qui leur revient et puis ça sera bien fait. C'est inimaginable avec Mira, c'est elle qui est décoratrice, on la sollicite, elle décore avec ses deux enfants et puis voilà. C'est simplement bon. Allez, bravo à vous aussi, Awa Cherif, et à toute l'équipe qui vous a accompagné sur le terrain. Allez, on va retrouver d'autres femmes maintenant. On poursuit notre randonnée dans les assiettes avec le lait maternel. On en parle une fois encore. Vous le savez, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Et donc, nous y sommes. On vous parle du lait maternel, l'alimentation pour bébés. On installe. Rubrique biblique bientôt, oui. Pourquoi? Parce que vous allez réciter pour partager la parole, oui, la parole de Dieu, c'est important. Si, on sait. Hein? D'accord. Je vous comprends aisément, Angela, mais avant, on va parler... Quand vous allez parler de la Bible, après vous allez parler du Coran, on va vous demander de mettre aussi pour les Juifs et puis pour dimanche, les athées. Hein? Dimanche, il y a souvent la messe. Exactement. Enfin... Les différentes obédiences.
Religieuse, c'est bien ça. Bon, voilà. Angela, aujourd'hui on parle encore du lait maternel. Oui, Awa, chérie, bonjour. Et Serge, bonjour également. Bonjour Angela. Alors, mesdames, messieurs, semaine internationale de l'allaitement maternel placée sous le signe de l'allaitement maternel, base de la vie. Dans vos assiettes, nous mettons encore du lait maternel ce jour. Déjà hier, nous avions, avec notre nutritionniste diététiste, parlé de l'importance de ce lait pour le bébé dès ses premiers jours de vie. Ce matin, nous parlerons de comment conserver ce lait, surtout pour toutes ces femmes qui sont obligées d'aller au service même quand elles sont nourrices. Bonjour à vous et merci de votre fidélité. Priskadeo Bachapi, bonjour à vous également. Et franchement, merci de votre disponibilité. Bonjour madame. Bonjour Priska. Bonjour Serge. Pourquoi vous n'avez pas dit monsieur Serge? Mais monsieur s'accompagne souvent de Ayaka. Monsieur Ayaka, bonjour. C'est Awa, tout simplement. Bonjour Awa. Voilà, c'est plus convivial. Est-ce que Awa accepte ça? Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on va revenir rapidement sur les bienfaits du lait maternel. Quels sont-ils pour le bébé? Nous allons parler des bienfaits du lait maternel. Comme nous l'avons suggéré hier, nous avons dit qu'il faut d'abord l'allaitement maternel inclusif jusqu'à 6 mois d'abord. Les bienfaits concernant l'enfant d'abord, ça permet une croissance optimale. Quand je dis croissance optimale, croissance staturopondérale, c'est-à-dire dans la taille et puis dans le poids. Il y a un développement mental. On dit souvent qu'un enfant qui n'a pas bien pris le lait maternel est tout dit. Je vais dire vrai. Je vais dire vrai. Parce que quand tu prends le lait provenant de ta maman humaine, tu sais que c'est le lait maternel, le lait humain que tu prends. Mais l'enfant à qui on a donné de lait de vache, je suis au début, je ne dis pas qu'ils sont étudiés, mais l'intelligence là, ça varie un peu. Pardon de faire cette inclusion. Oui, oui. Mais le on n'a pas le choix. Mais il faut savoir que ça expose déjà même aux maladies non transmissibles parce que la vache, vous voyez, enfin ils sont petits, comment on l'appelle? Le veau. Vous voyez, il pèse déjà plus que le bébé. Donc quand vous donnez au bébé, c'est pas bien. Parce que vous le préparez déjà à être obèse plus tard et donc vous le préparez aux maladies cardiovasculaires. Vous faites le lit aux maladies cardiovasculaires. Ça, c'était une parenthèse. Okay. Par rapport à ce que vous étiez en train de dire, à l'étourdissement, c'est vous qui le dites. Donc, je parlais, ça renforce aussi l'immunité de l'enfant. Parce que c'est l'enfant acquiert ses anticorps à travers le lait maternel, les anticorps de la maman. Donc, ça renforce. Et quelques mois, en fait, après sa naissance, il doit continuer, il doit justement prendre ce lait-là en attendant de prendre le relais avec son propre système immunitaire. Voilà. Maintenant, concernant la maman, ça permet l'évolution de l'utérus. Plus tu allaites correctement ton enfant, l'utérus, ça avait gardé l'enfant. Oui. C'était bien développé. Maintenant, ça permet l'involution, il n'y a pas de l'évolution. Et ça revient à sa place normale. Quand tu accouches, tu allaites correctement là. Ton ventre serait prêt. Donc, on n'a pas besoin après de mettre d'attacher. C'est l'hormone qui facilite l'involution. Ça a un effet contraceptif aussi. Quand on allaite correctement l'enfant au sein les 6 premiers mois là. Même on ne fait pas que de vous. Très bien. Et c'est pour ça, vous savez, nos parents avaient tellement bien compris que quand vous accouchez avant, on vous envoyait chez vos parents pour rester là-bas, pour pouvoir... Voilà, c'était très important. Mais maintenant, pour singer, vous savez, on a... On veut tout faire comme... Oh, c'est pas bien. Moi, je suis très panafricaniste. Voilà. Mais il y a aussi les contraintes du boulot et tout ça. On ne peut pas aller peut-être chez la belle-mère et laisser le travail, Angela. En tout cas, c'est parce que nous voulions une certaine émancipation. Quand vous êtes jeune couple que vous accouchez là, on envoie la belle-mère. Parce qu'on se dit, peut-être la présence de la belle-mère va vous empêcher. Vous allez voir la nuit.
Et pour éviter les aller voir il y a la présence. Vous êtes d'accord, non? Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis les belles-mères souvent. Mais si elle n'avait pas fait ça, elle aurait eu le mari. Pour moi, presque on a dépassé l'étape où on doit dépassé, envoyer la belle-mère pour nous contrôler. Il y a les contrats, j'ai dit en son temps. J'ai dit en son temps. Bon, le lait maternel aussi, voilà, c'est mieux ça comme ça. facilite l'affection psychologique au niveau de la femme, je l'avais apporté. Ouais. C'est un plaisir d'avoir un enfant et de l'allaiter. C'est ça. Beaucoup n'ont pas encore ce plaisir-là. Allaiter l'enfant là, c'est-à-dire, on est à l'aise. Oui. Parce que tout le monde tombe enceinte, mais ce n'est pas tout le monde qui recueille. On crée une certaine relation. Des fois, tu accouches, l'enfant est malade, c'est à la crèche, on a envie, tu es obligé de presser. Mais garder l'enfant au niveau de ses entrailles et allaiter là, ça donne l'épanouissement de la femme. Ça crée un certain rapport entre les deux. Et le lait maternel au niveau de la femme, ça empêche le cancer du sein avant la ménopause. D'accord, c'est pas que ça empêche, hein, ça diminue la probabilité. C'est pas forcément un remède contre. Les deux à la fois. C'est que ça réduit la probabilité. Il faut vraiment faire la part des choses. De toutes les façons, si on peut le dire d'une certaine façon pour qu'elle le fasse correctement, c'est bon. Si tu as l'hérédité, c'est héréditaire pour toi, tu peux développer, ça peut réduire dans ce sens. Mais si ce n'est pas héréditaire, tu as l'égorgement mammaire, mais tu ne veux pas donner, tu entasses lait. Et quand le lait reste là, dans les cellules là, ça se fermente. Et puis ça commence par former des néos en cellules. Le lait qui se durcit après, vous allez constater chez des femmes, elles ont des crevasses. On reste dans le soutien-gorge pour longtemps. Ça peut créer tout ça là. Après. Et on reste dans les soutiens-gorge, c'est peut-être pour maintenir la forme des seins. Dans la journée, mais le soir, vous rentrez. Il faut laisser ça. Elle a dit ça peut créer. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est une probabilité. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser la forme? Faut-il attendre de la forme, pourquoi est-ce qu'on doit laisser? Je ne comprends pas. C'est un peu comme le sexe des hommes, où exactement. On dit qu'il faut le laisser un peu libre. Donc, lorsque vous avez porté le soutien-gorge toute la journée, c'est normal que la nuit, vous puissiez laisser reposer votre corps. Et pour même bien dormir, il est conseillé de dormir nu. Maintenant, si vous ne pouvez pas dormir nu, c'est d'avoir que ce soit en plat. Oui, un pyjama, mais en coton, en une matière qui ne vous colle pas trop à la peau et qui empêcherait le bon sommeil. Mais après votre rubrique, j'ai une petite question avant que Prisca ne parte. D'accord. Alors, faut-il attendre que le bébé pleure avant de l'allaiter? Comment s'y prendre pour le repas de bébé? Il faut allaiter l'enfant. Si l'enfant finit de prendre cette idée, s'il n'est pas rassasié, il ne laisse pas. Il faut changer l'autre. Maintenant, s'il laisse le sein là, donc il est satisfait, il peut dormir. Après, au réveil là, il ne faut pas attendre qu'il pleure. Automatiquement, mettez-le. Et il faut au moins 10 à 12 tétés par jour pour l'enfant. Ça peut dépasser. On peut l'éduquer à des heures précises oui, par rapport parce que l'enfant, le nouveau-né, il prend cet été, en même temps il dort. C'est ça. S'il se réveille automatiquement, il faut lui donner les tétés. Il ne faut pas attendre qu'il pleure, déclare les manifestations de faim avant de donner ça. Alors, je reviens maintenant à la grande question du jour. Comment est-ce qu'il faut conserver le lait lorsque voilà que vous avez dit qu'il faut nourrir le bébé au lait exclusivement pendant 6 mois. Donc, moi, je suis une maman, je crois que c'est 3 mois qu'on nous donne ou 6 mois. 6 mois. Voilà. Oui. J'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois de l'autre côté. Et 3 mois avant d'accoucher, 3 mois après l'accouchement. Comment je fais pour conserver le lait, pour pouvoir répondre à cette exigence de l'OMS? Merci. Quand vous êtes fonctionnaire ou bien vous ne restez pas à la maison, vous devez laisser vos enfants des babysitters. On vous conseille d'acheter les petits gobelets avec couvercle, 500 là, et vous pressez le lait. Soit si vous avez les presse-lait, vous pressez le lait, au moins 6 gobelets. Parce que, en tant que nourrice, déjà à midi, vous devez venir à la maison et repartir encore dans l'après-midi. Vous pressez, vous déposez ça pas dans un milieu ambiant.
C'est-à-dire, si vous avez un réfrigérateur, vous déposez ça pas au congélateur. Et vous allez faire bouillir de l'eau dans le thermos. Vous déposez. Quand vous enlevez ça du réfrigérateur, vous mettez l'eau chaude là dans un bol et vous trempez un gobelet. Là, ça va acquérir la température pour être tiède et vous allez donner ça à l'enfant. Mais si vous n'avez pas un réfrigérateur, vous avez une glacière, vous mettez de l'eau glacée dedans et vous déposez. C'est pour éviter, parce que si vous mettez ça à l'air libre, fermé, ça peut se fermenter. Avec les micro-organismes, ça peut se fermenter et donner autre problème à l'enfant. Donc, il faut mettre ça soit au réfrigérateur ou bien dans une glacière. Quand l'enfant se réveille pour prendre, vous prenez un gobelet, vous mettez ça dans l'eau chaude qui était contenue dans le thermos là, pour faire réchauffer, avoir une température du lait tiède humain pour donner à l'enfant. Et vous faites le geste, vous finissez, pas de biberon. D'accord. Il n'y a pas de biberon, c'est le gobelet et vous donnez ça à l'enfant. Vous aviez une question. Oui, hier vous étiez en train de dire qu'il y a une astuce pour donner les seins à l'enfant pour que les seins ne puissent pas perdre la forme. Très bien. Vous avez un Vous savez, généralement, On pose la tête où? vous savez, généralement, En quelques il y a secondes, la s'il vous plaît. technique pour allaiter l'enfant. Quand vous prenez l'enfant, voici l'enfant, la tête de l'enfant va se retrouver dans votre cou. Voilà. Et avec la seconde main, et quand vous prenez avec les mains là, vous ramassez les fesses et puis les membres inférieurs de l'enfant collés à votre ombilic et l'enfant est comme ça. D'accord. Et vous prenez votre main, vous allaitez votre enfant. Vous allez constater qu'il y a une chaleur qui se dégage entre l'enfant et l'enfant. Et avant d'allaiter l'enfant, il faut prendre une bonne position, vous adosser pour être à l'aise et confortable et allaiter. L'enfant finit de prendre, il faut changer, faire le même geste et encore ramasser l'enfant pour être dommage, on n'a pas Et n'oubliez pas l'hygiène, hein. Chaque fois il faut nettoyer peut-être le mamelon. Maintenant pour les femmes qui laissent le lait pour les enfants, le bébé à la maison, il faut que les tatas lavent correctement leurs mains avant d'aller toucher à ces gobelets. Ces astuces-là étaient importantes. Et aussi, je vais attirer l'attention. Oui, Prisca, on pourra revenir si vous le voulez. Bien sûr, parce qu'il est l'heure. Il n'y a pas de problème parce que les sportifs sont là. Hein, Bien sûr. Et il y a la revue aussi. Merci tout beaucoup, à l'heure, Prisca. Angela. À bientôt. Vous allez nous apprendre toutes les manières pour bien allaiter. Allez, Hospice, les bonnes venez, ce manières. soir matin, c'est maintenant. Après l'allaitement maternel, place maintenant au sport avec Hospice Metoli. Hospice, bonjour. Bonjour Awa, bonjour Serge. Bonjour Hospice. Alors, championnat du monde de judo à Bakou. Elle a 17 ans et déjà championne du monde. Hospice Metoli, n'est-ce pas? Championne dans la catégorie des moins de 48 kilos, Daria Bilodi, l'Ukrainienne, est la plus jeune championne du monde de judo de l'histoire à 17 ans seulement. Elle a remporté son combat par Ippon. Il est une judoka qui se souviendra de ce 20 septembre toute sa vie. Lors de la première journée des championnats du monde à Bakou et à seulement 17 ans, Daria Bilodi est sacrée dans la catégorie des moins de 48 kilos. Contre toute attente, elle a battu en finale la japonaise Funa Tonaki, la tenante du titre en personne par Ippon. L'Ukrainienne devient ainsi la plus jeune championne du monde de l'histoire du judo. Impossible pour sa mère, qui est aussi sa coach au quotidien, de contenir son émotion. L'année dernière, Daria Bilodi était déjà devenue la deuxième plus jeune championne d'Europe de l'histoire, un an après s'être offert les titres continentaux en cadet et en junior. De bon augure pour la suite de sa carrière. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a pas de mots. Je suis très heureuse. Pour moi, c'était un combat très important. Tonaki m'a mis une grosse pression car elle a perdu contre moi 2 fois et je savais qu'elle voulait vraiment gagner. Elle travaillait pour ça. Donc c'était vraiment une grosse pression pour moi. Je suis tellement contente d'avoir réussi.
Vous allez maintenant porter le dossard rouge réservé à la championne du monde. Ça vous fait quoi? Je ne peux pas y croire. Porter ce dossard, c'est inimaginable. C'est vraiment très cool. Aux côtés de la jeune championne, sur la 3e marche du podium, on retrouve l'Argentine Paola Pareto. La championne olympique en titre a dû se battre pour assurer une médaille de bronze, tout comme la Kazakh Otkunsetsek Galbadrak, 3e lors des JO de 2016. Côté masculin, Takato Naohisa a frappé fort chez les moins de 60 kg. Le Japonais remporte son 3e titre de champion du monde. Déjà sacré en 2013 et en 2017, il a battu en finale le Russe Robert Mchidobaz par Wasahari. Il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre le palmarès du géant Teddy Riner. Le décuple champion du monde français a choisi de faire l'impasse sur ces mondiaux, lui qui vise un 3e titre olympique à Tokyo en 2020. Je n'étais pas le favori car je n'ai pas fait de très belles choses récemment, mais je n'ai jamais perdu ma passion pour défendre mon dossard rouge. Le champion du monde a également pu admirer la performance de son compatriote et coéquipier Nagayama Ryuju, qui est allé chercher la médaille de bronze avec un superbe Ushimata. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Ce sera tout pour les sports, n'est-ce pas, Hospice Métoli? Ben, carrément, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On parlera de basket demain. Alors, place maintenant à la revue de presse. Ce sera avec Ulvaeus Balogun. Ulvaeus Balogun avec vous, la revue de presse. Merci Awa Chérif. Et vous nous dites, l'actualité aujourd'hui, ce sont les actions du chef de l'État en marge du sommet des Nations Unies. Vous l'avez dit, justement, le matinal écrit à sa une, en marge du sommet des Nations Unies, le FMI et l'ONU à l'écoute de Talon. On y apprend qu'en marge des travaux de l'Assemblée générale, le président Talon a reçu en audience Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, venue discuter des avancées du Bénin sur le plan économique ces derniers mois, mais aussi des coûts des objectifs du développement durable, ainsi que des options envisageables pour le traitement des besoins de financement du Bénin. On parle également de finances au plan national avec le ministre de l'économie et des finances. À la une de La Nation, on peut lire « Mesures pour l'orthodoxie financière, la thérapie Wadani fait effet ». Le quotidien de service public explique que le débat houleux qui s'est tenu récemment au Parlement relativement au projet de budget de l'Assemblée nationale est symptomatique de ce que fait son effet l'eau bénite qu'asperge le ministre Romuald Wadani sur les poches de résistance à l'orthodoxie financière. Le journal poursuit en faisant savoir que les victimes de Romuald Wadani ne se limitent pas au pôle institutionnel. Ainsi, grâce à l'informatisation et l'interconnexion des bases de données de la douane et des impôts, l'instauration des machines électroniques de facturation et l'obligation d'utilisation des caisses enregistreuses ainsi qu'ajoutée à d'autres réformes structurelles, notamment au sein des régies financières, la lutte contre la fraude ainsi que l'évasion fiscale a atteint un seuil jamais égalé au Bénin. Merci Ulvaeus. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. À demain.